Deuxième et dernière partie du Grand Talk consacrée, vous le savez, à la problématique de l'emploi et de la formation des jeunes en Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a promis 1 million d'emplois lors de sa campagne en 2010. Et selon les chiffres, c'est pratiquement 1 300 000 emplois qui ont été créés. Mais quel type d'emplois ont été créés? Quels sont les emplois porteurs aujourd'hui dans le nouveau contexte de l'émergence? Avec nous pour en discuter, évidemment, nos invités, vous les connaissez et vous les redécouvrirez tout au long de cette deuxième et dernière partie du Grand Talk. L'emploi, évidemment, c'est la question épineuse, on pourrait le dire, le nerf, justement, de cette guerre contre la pauvreté, puisqu'on a beaucoup de jeunes diplômés, finalement, en Afrique, parce que vous me l'avez dit quand on préparait cette émission, les jeunes veulent automatiquement avoir de l'emploi. Alors, quels sont aujourd'hui les emplois vers lesquels les jeunes spontanément se dirigent? Est-ce qu'ils cherchent l'argent ou ils cherchent l'emploi? Oui, généralement, je dirais qu'ils cherchent l'argent. Mais revenons un peu à la question. En réalité, c'est ce constat qu'on fait. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils cherchent l'argent. Mais je voudrais revenir encore avec précision sur la question du stock qui était à gérer. Parce qu'effectivement, il va être difficilement perceptible, le résultat, lorsque nous apportons les chiffres en disant que l'enquête emploi de l'AGF nous estime à plus d'1 300 000. Écoute, on est par moment tenté de se poser des questions. Mais en réalité, quel était le stock de départ? Il faut partir de cela. De 10 années, une période de 10 années de crise qui nous permettent d'avoir un stock très très important. C'est la gestion de ce stock qui pose des problèmes essentiellement. Quand vous parlez de stock, vous parlez de stock d'emploi ou de stock de main-d'œuvre? De stock de demandeurs d'emploi. C'est le stock de demandeurs d'emploi qui est le plus important ici. Donc c'est pour cela que nous disons qu'il ne faut vraiment pas s'étonner du résultat qui a été atteint. Et nous le disons parfaitement parce que lorsque nous partons, pour le président de la République, l'objectif était d'arriver à 1 million. Au vu des résultats que nous avions 1 300 000. Alors, la question que nous pouvons nous poser maintenant est de savoir quel type d'emploi alors devrait nous conduire, devrait s'inscrire dans le contexte de la Côte d'Ivoire émergente. C'est à ce niveau que la réflexion devrait à nouveau, pour ma part, se porter après l'atteinte, après la réalisation des premiers objectifs atteints. Pour cette nouvelle vague, alors quel type d'emploi devons-nous créer dans le contexte de la Côte d'Ivoire émergente? Et c'est à ce niveau que je répondrai pour dire qu'il faut que nous réfléchissions sur la question de l'emploi en termes d'une transformation structurelle de notre économie. Quels sont, à mon sens, les secteurs pourvoyeurs d'emploi? C'est en fonction des besoins de l'économie, nous disons, quels sont les secteurs pourvoyeurs d'emploi? Nous avions, je parlerai par exemple de l'agriculture, mais il est bon que nous puissions avoir un regard sur ce secteur, définir de façon précise effectivement quels sont les métiers, quelles sont les compétences et quels sont les besoins de ce secteur. Alors, au-delà des questions, évidemment, puisque les questions, c'est vous, évidemment, qui identifiez les besoins des différents secteurs et qui mettez en place les différentes formations pour combler les besoins de ces secteurs-là. Selon vous, aujourd'hui, le plus gros pourvoyeur d'emploi après l'État pourrait être le secteur agricole? Absolument. Alors, on va partir du côté du PGDEC, projet emploi jeune, voilà, et développement des compétences. On a l'impression qu'entre vous et l'AGFOP, vous filez le parfait amour. Formation, compétences aussi, formation, compétences des jeunes. Alors, quels sont les emplois disponibles en règle générale? Parce que quand on va sur le site du PGDEC, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'opportunités de stage, mais quel type d'opportunités de stage et d'emploi sont disponibles la plupart du temps? Okay, d'entrée de jeu, il est bon de préciser que le PGDEC, tout comme le projet CDD Emploi, le projet PRISE, que nous avons donc l'honneur de coordonner, s'inscrivent dans ce qu'on appelle les programmes d'aide à l'emploi. C'est-à-dire, le gouvernement est parti de la logique simple qui est que c'est de faire le choix stratégique de gérer la question de l'emploi des jeunes par la croissance économique. Vous l'avez si bien dit. Mais le gouvernement est conscient que même s'il y a la croissance économique est au rendez-vous, tous les jeunes n'auront pas la capacité, les compétences de s'insérer d'eux-mêmes. D'où la nécessité de concevoir donc des projets d'aide à l'emploi, comme le nom l'indique, c'est d'aider les jeunes à avoir accès à l'emploi. Je prends le cas des jeunes diplômés, tout simplement. Même si les entreprises génèrent de l'emploi, sans expérience, il est difficile d'avoir accès à l'emploi. Donc les projets, comme le PGDEC, sont là
pour aider les jeunes à avoir accès à l'emploi. Donc cela me permet de répondre à votre question. Quel type d'emploi? Justement, les emplois qui sont publiés sur nos sites sont des emplois qui sont des publications qui sont faites sur la base des offres faites par les entreprises. Parce qu'en réalité, c'est le secteur privé, c'est le choix qui a été fait en Côte d'Ivoire, c'est le secteur privé qui génère l'emploi. Ce n'est pas le secteur public, c'est le secteur privé. Donc c'est lorsque les affaires se développent, lorsque les entreprises se créent, lorsque les secteurs se développent, que, bien entendu, les emplois sont générés dans ces secteurs. Aujourd'hui, quels sont les secteurs qui se développent? C'est le bâtiment, ce sont les travaux publics, ce sont les mines, c'est le pétrole, c'est l'agriculture. Et donc, bien entendu, les emplois sont générés dans ces secteurs. Et si vous allez sur notre site, vous allez voir que les offres qui sont formulées par les entreprises s'inscrivent dans ces secteurs. Et bien entendu, à l'intérieur des secteurs, vous avez des métiers. Parce qu'il y a le secteur porteur, mais à l'intérieur d'un secteur porteur, vous avez des métiers qui ne sont pas porteurs, d'autres sont porteurs. Donc c'est vraiment tiré par l'économie. Alors je vais rester avec vous justement, parler de l'emploi, vous parlez du secteur privé et que vous attendez beaucoup plus d'offres du secteur privé, mais quand on sait que l'État pourrait jouer un rôle déterminant, ne serait-ce que dans le stage, qui permettrait d'avoir des bases d'expérience pour être sur le marché. Pourquoi l'État ivoirien, selon vous, n'ouvre pas justement à ces millions de jeunes des possibilités de faire des stages en entreprise dans le gouvernement? Alors, disons que cette préoccupation... Dans la fonction publique, pour être plus simple. Alors non, je verrai la question sous deux angles. Le premier angle, pourquoi l'État ne facilite pas l'accès des jeunes aux entreprises pour avoir des stages et acquérir de l'expérience? Pourquoi l'État ne facilite pas l'accès des jeunes aux différents ministères? Oui. Il y a les entreprises, oui, mais on se dit, il y a quand même à l'AGFOP qui fait partie du ministère, il y a plein de structures qui pourraient accueillir tous ces jeunes-là plutôt que de les concentrer. Rassurez-vous, je vais répondre à ce volet. Voilà. Mais par rapport au secteur privé, les projets que nous portons, justement, sont des projets initiés par le gouvernement, même s'ils sont financés par des partenaires tels que la Banque mondiale et l'AFD, disons le gouvernement français et le gouvernement japonais. Donc, dans chacun de ces trois projets, justement, le volet stage, c'est pour permettre aux jeunes d'avoir accès aux entreprises pour avoir de l'expérience professionnelle. Et je précise que pendant que les jeunes sont en stage, ils ont des primes de stage qui sont payées sur ces ressources. C'est vrai que ce sont des ressources extérieures, mais ce sont des ressources mobilisées par le gouvernement ivoirien. Donc c'est un effort qui est fait par le gouvernement. Aujourd'hui, en termes de stage, simplement, nous sommes à plus de 2388 sur le PGDEC. Sur le deuxième projet, nous sommes à plus de 300 jeunes qui ont eu accès aux entreprises. Mais sans ces programmes, ces projets, ces jeunes n'auraient jamais accès. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui ont accès aux entreprises que je ne vais pas citer. Nous sommes en partenariat avec plus de 295 entreprises qui aujourd'hui ont reçu des jeunes. Un bon nombre. Quand on voit par exemple le Fonds national de la jeunesse, quand on voit l'AGFOP, par la Chambre nationale des métiers, qui est quand même plus ou moins un peu plus loin que vous, et PGDEC, on a l'impression que l'État de Côte d'Ivoire, l'État ne veut plus embaucher et que l'État veut s'adosser sur le privé pour donner la réponse à l'emploi à tous ces jeunes demandeurs d'emploi. L'approche est complémentaire. Je vais laisser le DG répondre, mais je tiens simplement à préciser que j'ai lu dans la presse que vous savez que les concours d'accès à la fonction publique viennent d'être ouverts. J'ai noté pas plus tard qu'il y a 5000 postes, plus de 5000 postes qui sont disponibles. Ça veut dire que le choix n'est pas exclusif. Mais non, mais il y a une nécessité. Non, on reviendra. On va revenir dans un instant, justement. On va revenir dans un instant parce qu'on avait quand même cette forte et nette impression que l'État de Côte d'Ivoire, l'État en règle générale, a envie de s'appuyer uniquement sur le privé pour résorber la question, justement, du chômage et de l'emploi. Tout de suite, on retrouve le ministre. Venez dans les centres. Tout ça, c'est pour vous. L'État a mis des structures et des moyens. Il faut absolument fréquenter les structures que l'État a mises en place pour vous donner l'information et surtout vous dire ce que l'État fait pour les jeunes. Donc, c'est important que vous ayez la carte de formation, requalification dont dispose l'État pour vous. Il y a certains qui sont restés au chômage après et en train de rechercher un stage. Mais à partir de 2015, c'est terminé. Parce que nous sommes convenus dans les discussions avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire tous les syndicats. Il y a 5 grandes centrales. Les 5, même hier après-midi, on était encore ensemble.
et l'ensemble du patronat, CGCI et les chambres consulaires, nous sommes tombés d'accord pour que le stage devienne une obligation. C'est-à-dire, une fois que la loi passe, qu'elle entre en vigueur, la question du stage est définitivement réglée. Deuxièmement, le stage qu'on accorde, c'est 1 an minimum, avec la possibilité de renouvellement. Une fois, ça fait 2 ans maximum. Voilà, on vient d'écouter le ministre d'État qui disait, M. Moussa Dosso, qu'il faut que les jeunes s'adressent aux différentes structures que vous représentez, Fonds national de la jeunesse, AGFOP, PGDEC, bon, enfin Chambre nationale des métiers, mais à aucun moment dans le discours du ministre, on l'entend dire « l'État a pris des dispositions pour que les jeunes intègrent les ministères, pour qu'ils intègrent la fonction publique ». On le voit beaucoup plus s'appuyer sur le patronat, donc sur le privé. Alors, on s'étonne plus ou moins que l'État ne semble pas être partie prenante pour insérer à l'intérieur de son propre système des jeunes. Non, là, je pense que c'est totalement... Là, nous ne sommes pas totalement... Nous sommes en parfait désaccord avec votre point de vue. Et je le dis tout simplement parce qu'en aucun moment, l'État n'aurait renoncé à ce devoir régalien. Ça, c'est une analyse toute loin. Et nous appartenons à un système économique qui est une forme qui est totalement du libéralisme, où effectivement l'économie s'appuie, l'initiative privée est encouragée. C'est le privé donc qui est le producteur, qui conduit cette économie-là. Par contre, les missions de l'État, quant à ce qui concerne effectivement ces missions régaliennes, que ce soit du côté de la santé, que ce soit du côté de l'administration, que ce soit du côté de la sécurité, ces tâches, je pense qu'elles sont fortement exécutées. Nous avions tout récemment, je crois qu'il y a des concours qui sont organisés à cet effet, afin que l'État puisse assumer sa mission. Mais quant à ce qui concerne les secteurs de production, je pense que cela, depuis bien longtemps, relève de l'initiative privée. Nous sommes sortis de l'État investisseur dans les activités. Ça, c'était véritablement... Il y a eu une période de notre histoire, mais depuis un certain temps, l'État s'est désengagé de tout ce qui était les secteurs de production. Néanmoins, quant à ce qui concerne les facteurs qui lui sont dévolus, l'État continue d'assumer sa mission. Vous verrez, je crois qu'il y a un concours au niveau de la sécurité des agents de police qui doit avoir lieu très bientôt. Il y a eu des concours qui sont à reprendre au niveau de l'ENA ou bien qui doivent être... De l'ENA. Il y a tout un ensemble de questions relatives à l'administration, à la sécurité. Pour revenir à la question, pour me résumer, tout ce qui est du devoir régalien de l'État est assumé. Mais quant à ces activités de production, il faut dire que l'État n'est plus dans le cadre de l'investisseur. L'investissement est porté effectivement par le privé et nous pensons que c'est le secteur privé qui est le moteur de la croissance. Je vais dans le bon sens que l'époux dit que le rôle de l'État, c'est de réguler, c'est d'organiser, accompagner la production. Aujourd'hui, bon, pour être trivial, pour qu'on nous comprenne, l'État n'a pas de source de revenus en dehors des impôts, des taxes qui sont payés uniquement par les entreprises. Donc il s'agit pour les entreprises et le contribuable que nous sommes. Tout à fait. Le contribuable qui a un emploi, justement, que l'État organise, qu'il soit public ou privé, mais il s'agit d'élargir l'assiette fiscale par la création d'entreprises en accordant des facilités fiscales pour rendre l'économie forte, afin que l'État puisse recueillir les ressources indispensables à jouer son rôle régalien dans certains secteurs d'activité, la défense, la santé, auxquels il ne peut pas se soustraire, pour lesquels des concours publics sont organisés. Mais les entreprises, l'État encourage fortement, facilite avec des mesures d'accompagnement pour qu'elles se développent et créent de l'emploi, créent également des richesses. On va parler maintenant de l'entrepreneuriat, de l'auto-emploi. Ces jeunes, ces millions de jeunes qui ont décidé, eux, de ne pas rentrer dans les structures standards et classiques. Alors, c'est là qu'intervient justement la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, où vous avez identifié 80 métiers, vous m'avez dit près d'une 80aine de métiers, pour permettre à ces jeunes de s'auto-employer, si on peut dire ainsi, d'avoir l'entrepreneuriat comme cheval de bataille. Bon, je voudrais, avant de répondre à cette préoccupation, dire que l'État est un gros pourvoyeur d'emploi, en fait. C'est le plus gros pourvoyeur d'emploi, ça. Voilà, et donc l'État continue donc de jouer ce rôle de pourvoyeur d'emploi à travers, n'est-ce pas, toutes les administrations de Côte d'Ivoire qui sont donc qui absorbent
un fort taux, n'est-ce pas, de cette jeunesse-là qui est en quête d'emploi. Bon, vous à aussi, côté vous de êtes cela, l'État maintenant, vous avez un nouvel État, la Chambre des métiers, et on a envie de savoir comment vous recrutez les jeunes, comment ils vont vers vous, comment vous les orientez vers les métiers, et qu'est-ce que vous enseignez à ces jeunes pour qu'au sortir de ces formations, ils puissent se prendre en charge. Voilà, je dirais donc que la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, conformément à sa mission, reçoit les jeunes, les écoute. Vous les recevez sur concours Non, nous les recevons. Tout jeune qui a envie d'entreprendre quelque chose, qui est dans le besoin, n'est-ce pas, de travailler ou d'apprendre, hein, il vient donc vers une de nos chambres régionales ou vers un de nos bureaux départementaux. Il arrive, donc nous le recevons, nous l'écoutons. Et en fonction de ce qu'il veut faire, nous avons un service qui est le service projet, études et formation, qui donc prend sur lui d'orienter, n'est-ce pas, j'allais dire, le jeune qui vient donc s'enquérir, hein, n'est-ce pas, de ce qu'il veut faire. Il l'oriente et il lui dit, bon, voilà les métiers porteurs aujourd'hui. Il y a le bâtiment, il y a l'esthétique, la coiffure, l'esthétique, il y a les services de restauration, il y a, n'est-ce pas, l'artisanat d'art, ainsi de suite, qui sont des métiers porteurs, donc vers lesquels, n'est-ce pas, le jeune est orienté. Et s'il est dans le besoin, n'est-ce pas, d'avoir un business plan, le service études, n'est-ce pas, se charge, n'est-ce pas, de l'aider à élaborer donc ce business plan en vue de lui permettre, n'est-ce pas, d'aller solliciter après un appui financier pour pouvoir donc s'auto-employer à travers la création, n'est-ce pas, d'une entreprise artisanale. Donc alors, voilà un peu comment nous fonctionnons au niveau de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. On va parler maintenant, puisque vous avez parlé de l'appui financier, et c'est là que le Fonds national de la jeunesse entre en scène. Ouais. Et est-ce que c'est une nébuleuse? Comment on dépose ces dossiers au FNJ? Faut-il avoir des contacts? Dois-je vous connaître? Je peux vous donner ma carte de visite au cas où demain vous m'appellerez pour que je puisse insérer des jeunes. Non, mais bon, passons la comédie. Comment ça se passe avec le Fonds national de la jeunesse pour permettre aux jeunes d'être indépendants, d'être des auto-pourvoyeurs d'emploi? Justement, le Fonds national de la jeunesse est allé au-devant de ce type de préoccupations en tirant les leçons des dispositifs passés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez un seul mode de soumission des projets au Fonds national de la jeunesse, qui est Internet, sur le site www.fnj.ci, où tous les jeunes ont la possibilité de poster leurs projets et la possibilité de suivre le traitement de leur projet, poser des questions sur les différents réseaux, Facebook, Twitter ou autres. En tout cas, tous les Ivoiriens ont la possibilité de voir le traitement des différents projets qui sont postés au Fonds national de la jeunesse. C'est justement pour éviter ce contact physique qui peut être source de complaisance, de copinage, que cette option de soumission en ligne, pour que ce soit transparent, à la portée de tous les jeunes qui n'ont pas besoin de connaître un agent du Fonds national de la jeunesse, encore moins le directeur général, avant de pouvoir soumissionner son projet. Et cette option, justement, nous l'avons choisie pour pouvoir démocratiser l'accès au Fonds national de la jeunesse. C'est ainsi que le jeune de Korogo ou de Bondoukou ne se sentira pas lésé parce qu'obligé, s'il n'y a pas d'antenne du Fonds national de la jeunesse dans ces localités-là, de venir à Abidjan. Maintenant, quand les jeunes ont posté leur projet sur Internet, c'est une commission de combien de personnes? Il faut combien de temps pour qu'un projet puisse bénéficier de fonds? L'étude dure combien de temps? Un projet bien ficelé, par exemple, qui est sorti des entrailles de la Chambre des métiers, de l'AGEP ou de l'AGEFOP, bien ficelé avec un plan d'affaires bien écrit. Son instruction dure 21 jours ouvrables. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours que les jeunes passent par ces structures-là, et ce n'est pas toujours qu'ils sont outillés pour rédiger un plan d'affaires. Ce sont généralement des idées de projets qu'ils postent avec les besoins en financement et les mensualités qui arrivent. Ce sont ces études-là, ces ajustements qui peuvent
retardé donné. On va terminer rapidement, justement. Est-ce que sur votre page Internet, il y a des préoccupations dont vous parlez là qui sont identifiées? C'est-à-dire que si vous voulez poster votre projet, vous devez... Vous devez. Le mode de rédaction du business plan est sur le site Internet du Fonds national de la jeunesse. Le jeune, justement, lorsqu'il a rédigé son projet, quelle que soit la forme, il y a un certain nombre d'informations au nombre de 6 qui sont demandées sur notre site Internet, qui télécharge, qui nous envoie. Lorsque nous le convoquons pour pouvoir étudier dans les détails plus poussés son dossier, nous ajustons les différents aspects techniques du dossier. Et c'est combien de jeunes exactement aujourd'hui qui ont bénéficié des fonds? Aujourd'hui, 3700 jeunes ont bénéficié de façon directe des financements du Fonds national de la jeunesse et un peu 7000 jeunes, donc en tout 10 018 jeunes qui ont pu bénéficier des financements du Fonds national de la jeunesse à travers des entreprises formelles. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'investir, de développement économique. Bon, le terme, c'est l'émergence aujourd'hui. Ça a des exigences de sortie de l'informel. Donc, les financements du Fonds national de la jeunesse donnent accès à des entreprises formelles. Donc, ce sont 103 entreprises formelles qui ont été financées par le Fonds national de la jeunesse et qui ont généré 10 018 emplois directs et induits. En tout cas, on va regarder maintenant l'exemple d'une jeune fille qui, elle, est partie sur Internet. Elle n'y croyait pas au départ, non. Elle est tellement postulée sur Internet parce que pour comprendre évidemment ce que vous dites, parce que même au PGDEC, c'est passer sur Internet. Pour les stages, il faut s'inscrire sur Internet. Et là, on évite tout contact qui pourrait prêter à quelques types de corruption. On regarde tout de suite cette jeune fille et son témoignage. Je suis à Olliol depuis avril 2013. J'ai commencé par un stage et ensuite, nous avons été retenus le CDD. Aujourd'hui, j'encourage toute personne qui entend parler de PGD que la personne ne se décourage pas parce que ce programme-là, il est réel. Voilà, en tout cas, ce témoignage qui prouve nettement qu'aujourd'hui, il faut pouvoir aller sur Internet pour s'inscrire, notamment si on veut bénéficier de fonds, si on veut bénéficier de stages. Vous gérez ça en amont. On va parler maintenant de cette émergence 2020, à l'horizon 2020. Quelles pourraient être les priorités de l'État pour les jeunes en matière d'emploi et de formation? On va vous donner, selon vous, pour 2020, quelles devraient être les priorités? Si on parle par exemple du nouveau mandat du président qui sera élu en 2015, sur quoi devra-t-il axer sa politique? Sortir et accentuer sa politique de sortir l'économie de l'informel. Et c'est ça justement le rôle du Fonds national de la jeunesse. Les jeunes aujourd'hui qui travaillent, qui exercent une activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins, ne se sentent pas en situation de travail ou d'emploi. Donc il s'agit, pour pouvoir contribuer à cette émergence-là, de formaliser l'économie, ce qui est le rôle du Fonds national de la jeunesse, développer les secteurs moins organisés de l'économie, les structurer. Dans le secteur agropastoral qui est un secteur à fort potentiel d'emploi et formaliser ces secteurs-là, orienter les jeunes et mettre un peu plus d'accent sur les secteurs modernes comme le président l'a indiqué. La ligne est toute tracée, donc il s'agit pour les structures que nous sommes justement d'aller à la sensibilisation vis-à-vis des jeunes pour leur dire que la formation universitaire ou professionnelle ne doit pas donner forcément accès à un emploi salarié, mais à la promotion de l'auto-emploi dont les jeunes qui sont la majorité de la population doivent pouvoir être les premiers investisseurs dans ces secteurs-là avec le soutien de l'État. Dans le secteur de l'auto-emploi, l'artisanat occupe une place de choix. Qu'est-ce qu'on devrait faire exactement pour doper ce secteur qui reste encore et toujours comme un secteur un peu mal aimé quand même, qu'on voit moins? Okay, merci. Je pense que déjà, ce que l'État devrait faire a déjà commencé. Il s'agissait dans un premier temps de doter le secteur d'une loi qui organise le secteur. Et donc, depuis peu, nous avons une loi qu'on appelle le Code de l'artisanat qui existe, donc qui régule désormais le secteur. Deuxièmement, je pense qu'il est important
de permettre aux artisans et aux entreprises artisanales de pouvoir bénéficier de financement. Parce que ce à quoi nous assistons malheureusement, c'est que ces structures, vu leur petite taille, ne bénéficient pas souvent de tout le crédit auquel ils sont en droit d'attendre auprès des banques, hein, des banques classiques. Et les petites et moyennes entreprises que représentent donc les structures artisanales n'arrivent pas, n'est-ce pas, à avoir le financement nécessaire pour, n'est-ce pas, se développer. Et donc, il serait bon que l'État essaie, n'est-ce pas, de soutenir davantage les fonds qui existent déjà. J'allais dire le fonds d'appui à l'artisanat, par exemple le FAPA. Il existe également le FNJ, il existe d'autres fonds qui existent. Il faudrait que l'État mette davantage de moyens, n'est-ce pas, dans ces fonds, de sorte à ce que les entreprises artisanales puissent trouver une oreille attentive pour le financement des initiatives qu'ils prennent. Alors, avec le PGDEC, évidemment, M. Bamba Adama, vous êtes le coordonnateur du projet Emploi Jeunes et Développement de Compétences. Vous recevez énormément de demandes, pratiquement, vous le disiez à l'instant, plus de 200 000 demandes. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour tous ces jeunes ? Pour le prochain gouvernement, quelles pourraient être les priorités par rapport aux jeunes ? Ben, vous l'avez si bien dit, la priorité c'est l'emploi. C'est l'emploi des jeunes, ne serait-ce que pour les 3 projets donc, que nous gérons. Vous l'avez dit, la demande c'est de 215 760 jeunes. 215 000 demandes de stage, d'emploi et de formation. Voilà, on voit des jeunes qui cherchent soit de l'emploi, soit qui ont besoin de formation par le biais de l'apprentissage. Et donc ça veut dire que la demande est forte. Mais ce que nous disons et que nous précisons, c'est de dire aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites. Il suffit d'observer et vous allez comprendre que de plus en plus, il y a des offres d'emploi. Il suffit de lire dans la presse écrite, il suffit d'aller sur notre site, il suffit d'aller sur le site de l'AGEP, même les cabinets privés de recrutement, vous allez voir que de plus en plus, il y a des offres qui sont faites par les entreprises. Ça veut dire quoi? C'est un signal qui montre que de plus en plus, l'emploi est généré par cette croissance-là. Le gouvernement lui-même a besoin de ressources humaines. C'est pour cela que la fonction publique ouvre maintenant ses concours. Ça veut dire que de plus en plus, l'emploi est en train d'être généré. C'est vrai, par rapport à la demande, on a le sentiment que rien n'est fait. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc, c'est de dire aux jeunes, aujourd'hui, les secteurs tels que le secteur des mines est en train de se développer. C'est un secteur qui n'était pas très occupé par les Ivoiriens, mais de plus en plus, les jeunes sont en train de se former dans ce secteur. Et on va terminer, je sais que les choses à dire sur l'emploi sont telles, qu'on va terminer évidemment avec le directeur général de l'AGFOP. On le voit, les différents guichets uniques, hein, le FNJ, un guichet unique des métiers comme la Chambre nationale des métiers, le guichet unique du pré-emploi, Mais la précision à faire pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire nous ne sommes pas une structure de mise en œuvre, nous sommes une structure de gestion des financements extérieurs. Et notre mission, c'est de mettre ces financements à la disposition des structures publiques et privées qui sont des structures d'exécution. L'AGFOP est notre partenaire pour l'apprentissage, l'AGEP pour les stages, l'AGEROUTE pour les TIMO, les ONG pour l'entrepreneuriat et bien entendu toutes les entreprises qui reçoivent ces jeunes. Donc c'est la précision que je souhaite faire pour montrer la complémentarité, la synergie qu'il y a donc entre les différentes structures. Donc on va terminer avec vous justement sur ce sujet-là et notamment... Merci. Sur la question de l'émergence, je la traduis comme ça, comme étant un développement humain, c'est un fait. Et que pour ma part, l'émergence ne va s'appuyer que sur des ressources humaines qualifiées. Ça, c'est un point essentiel. Des ressources humaines qualifiées, mais aussi une économie très structurée. Et dans cette structuration, je la vois à travers 4 axes essentiels. Effectivement, une croissance de l'emploi dans le secteur public, dans les réformes que nous sommes en train d'assister au niveau de notre administration. Une croissance aussi des emplois dans le secteur privé, avec tout cet ensemble de structuration qui est nécessaire, parce qu'à regarder tout ce qui est dans la question d'informel, il faut que nous arrivions à structurer pour le rendre formel. C'est ça essentiellement. Et je voulais porter un regard essentiel sur une activité dont j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la question de l'agriculture. Permettez-moi de vous rappeler une étude que nous avions menée au niveau de l'AGFOP dans l'éviculture, où nous nous sommes rendus compte qu'il y avait environ 17 métiers dans cette filière. Mais au niveau de cette filière-là, 17 métiers, mais il faut dire que les formations se font sur le tas. Alors, tirons les compétences relatives à cela, traduisons-les en référentiel de formation
pour professionnaliser les acteurs dans ces différents secteurs-là. Merci. Il faut envisager cette professionnalisation. Je n'ai pas encore terminé, mais je voudrais aussi qu'il y ait des mesures d'accompagnement, qu'on puisse accélérer aussi la réforme de notre système de formation professionnelle. Ça, c'est un chemin, une bataille assez importante, tout comme effectivement les mesures auxquelles nous assistons aujourd'hui, qui permettent effectivement de faciliter l'accès à l'emploi. La problématique de l'emploi et de la formation des jeunes, une question pertinente que nous abordions dans cette émission en espérant avoir levé quelques pans de voile sur cette grande problématique qui, je l'espère, trouvera des réponses, qui commence déjà à trouver des réponses avec notamment les structures mises en place par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avions avec nous deux artisans, Aude Koulibaly et Zinsou Servin. Merci messieurs d'être venus nous accompagner dans ce débat sur l'emploi et la formation. Monsieur Lassina Bamba, merci beaucoup. Je vous rappelle, vous êtes le directeur général du Fonds national de la jeunesse. À côté de vous, il nous aura permis de comprendre la pertinence de l'artisanat vers l'émergence. Monsieur Mamadou Serifou, secrétaire exécutif de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Monsieur Bamba Adama, coordonnateur du PGDEC, projet emploi jeune et développement des compétences. Merci encore d'être venu. Et puis, monsieur Traoré Bamoudien, j'y arrive, enfin, le directeur général de l'AGFOP, l'Agence nationale de la formation professionnelle. Merci en tout cas d'être venu dans le Grand Talk pour participer avec nous à la question de la problématique de l'emploi et de la formation des jeunes. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un autre numéro du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots.